Allez, bonjour à tous, bienvenue au coin du feu. On est dimanche 18 mai, il est 20h04 et on va commencer. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, je vois qu'il y a du beau monde dans le chat, donc bonjour à vous. Je vois Phil, Titan, Zanotti, Pierre, Vier, donc bonjour à tous et welcome. Alors aujourd'hui, comme on l'a indiqué dans le titre, on va faire un petit point airdrop. Je serai tout seul ce soir, mais vous inquiétez pas, j'ai pas mal de choses à raconter au vu de tout ce qu'on a manqué, toutes les semaines qu'on a pu manquer. Donc voilà, ça va être sympathique, un petit récap. Et comme d'habitude, il y aura la rediffusion pour ceux qui veulent pour revisionner. Elle sort une ou deux journées après, généralement. J'essaierai de faire demain, normalement, ça devrait être OK. Voilà, juste des fois, j'ai des petits imprévus, donc pour ça que ça peut changer. Ce que je vous propose de faire, les gars, c'est de commencer par le sentiment de marché. Je pense que ça va être intéressant. Donc voilà, ce dimanche, il est assez intéressant parce que juste avant que je lance le live, on a eu pas mal de choses qui se sont passées, notamment Bitcoin qui a pris 1% aujourd'hui, Ether, voilà. Mais en tout cas, depuis les derniers épisodes, voilà, les derniers épisodes, on l'avait vu, c'était très dépressif. On avait un Ether quand il était à 1400, 1500, 1600. Donc on était dans ces eaux-là. Bitcoin pardon, Ether qui remonte à 2400, donc ça fait plaisir. Bitcoin, bah, toujours au-dessus de 100 000 et il était déjà en train de reprendre, je crois que la dernière fois qu'on s'était vu, mais voilà, toujours beaucoup plus solide que le reste. Je vois Solana qui reprend bien, donc sympathique. Au niveau du Fear and Greed, bah, on a totalement quitté le territoire dans lequel on était. Donc la semaine dernière, enfin le dernier épisode, il me semble qu'on était dans la peur extrême, voire la peur. Donc on était dans cette zone-là. Bah, ça a évolué très très vite en un seul pump, donc très cool de voir. Voilà, généralement, quand la cupidité revient, c'est pas le meilleur indicateur, mais voilà, on a encore un peu de mou à la hausse, on va dire, avant d'être dans l'extrême cupidité. Donc voilà. J'essaie de regarder un peu au niveau de la capitalisation boursière des cryptos. Voilà, belle reprise, un peu hein, comme Bitcoin. Et voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que CoinMarketCap, je pense qu'ils regardent l'émission, ils ont rajouté les Gwei. Avant, pour ceux qui se rappelaient, on allait directement sur Etherscan. Maintenant, on a CoinMarketCap qui nous ont rajouté les Gwei juste ici. Bon, j'espère qu'ils vont rajouter les frais associés en dessous. Parce que voilà, quand on regarde Etherscan, vous le voyez, on voit à peu près le coût de la transaction. Donc, on est dimanche, comme d'hab, les Gwei sont faibles, 3-4 de Gwei. Voilà, c'est. Comment dire? C'est classique, c'est normal, on a l'habitude, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, c'est parfait pour push des transactions sur Ethereum Mainnet. Malheureusement, comparé à tous les épisodes qu'on a fait, j'essaye de réfléchir, mais j'ai aucune interaction sur le Ethereum Mainnet utile à faire au vu de l'état des airdrops actuels et un peu le sujet qu'on évoquera aujourd'hui, hein. Mais voilà, j'essaie de réfléchir. Est-ce que vous avez des transactions sur le Ether Mainnet à faire? C'est de réfléchir, mais franchement, il y a pas grand-chose. Ceux qui forment du yield, pourquoi pas, mais en termes d'airdrop, j'ai l'impression que voilà, c'est un peu d'aide, peu de nouveaux projets, peu de choses. Donc, je dirais un peu moins d'utilisation d'Ethereum, quoi, tout simplement. Si vous avez des petites transactions à push, vous pouvez les partager dans le chat, ce sera cool. Euh, donc voilà, ça c'est au niveau du sentiment de marché. Si on fait un petit tour sur, on va regarder le top 100, il y en a un qui a bien pris des places. C'est le Hyperliquid, c'est Hyperliquid à 26 dollars, 8 milliards de market cap et totalement dilué, 26 milliards. Colossal, c'est, il me semble, l'alcoin qui performe le mieux. Bon, il doit peut-être avoir des meme coins lugubres qui ont bien performé. On va dire dans le top 100, c'est vraiment l'alcoin qui a touché son bottom à 10 dollars et qui s'est vraiment très bien repris. Donc voilà, ceux qui étaient en train de farmer le Hyper VM, surtout que ce sera un des sujets du live aujourd'hui aussi. Franchement, si vous avez pris un peu d'hype pour farmer le Hyper VM dans ces zones-là, je pense que vous êtes satisfait. Donc voilà. Toujours en vue d'un prochain airdrop. Pour le coup, vu la capitalisation de ce token-là, même l'airdrop 2, bah, il est colossal, hein. C'est dingue. C'est dingue hyper liquide. Et c'est ce qui me fait un peu peur, hein. Ça devient énorme, quoi. J'essaie de voir si on n'a pas d'autres altcoins, mais franchement, le reste, c'est un peu. Je sais pas c'est quoi votre sentiment, mais voilà, moi c'est un peu ennuyant. Quand je vais sur Solana, c'est un peu chiant. Il n'y a rien à faire sur Solana en vrai. Euh, Pas de nouveaux projets, pas de nouveaux airdrops, pas de. Enfin, il y a quelques nouveaux projets, mais rien de bien dingue. Bon, Dogecoin, Ada Cardano, ça c'est mort depuis bien longtemps. Même Sui, bon, ça pump, ça dump.
Mais globalement, sur la DeFi, voilà, j'ai fait le tour. Il n'y a plus des rendements aussi juteux qu'avant. Avax, pareil, je trouve ça un peu dead. Hbar, je suis allé une fois sur cette chain, j'ai plus jamais mis les pieds. Toncoin aussi, pareil. J'avais quelques interactions, mais franchement, ça c'est. Si on regarde les métriques de Toncoin, c'est déplorable, on va dire. On a Monero, voilà, c'était Monero que je voulais aborder. On s'arrêtera là pour le sentiment de marché. Monero qui a bien pris. Vraiment, c'est le seul token avec Hyperliquid qui surperforme BTC. Et je suis content. Moi, j'ai acheté du Monero. Euh, je crois que je vais devoir bientôt le vendre avec la régulation en Europe aussi. Sinon, je serais un criminel blanchisseur d'argent, financeur du terrorisme ou je ne sais quoi. J'ai vu un petit article comme ça passer, comme quoi le privacy avec les lois en Europe, ce ne sera pas compatible. Bon, euh, si d'ici là, on verra, mais en tout cas, c'est intéressant de voir cette belle performance de Monero qui est proche de ses ATH, hein, tout simplement, et qui fait pas énormément de bruit. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment un actif assez pur, Monero, parce qu'il n'y a pas de. Pour ceux qui savent, toutes les crypto-monnaies, on a des produits dérivés. euh, donc, on a la possibilité de trade en effet de levier. Enfin, il y a plein de empruntés, leveragés et tout. Monero, c'est l'un des seuls actifs crypto, si vous voulez, où il n'y a pas tous ces produits dérivés, toutes ces volatilités, entre guillemets, intraday. Donc, ça évite les cafouillages qu'on peut voir sur d'autres altcoins, les grosses mèches, les choses comme ça. Donc voilà, c'est un peu, plus on utilise, plus j'ai l'impression ce Monero qui augmente. Et je crois que c'est des personnes qui ont blanchi de l'argent, qui ont utilisé Monero et qui ont causé ce pump. Donc comme quoi, très bonne utilité des Monero, mais voilà. On verra en tout cas ce que ça va donner. Mais c'est clair que la privacy, c'est quand même un cas d'usage essentiel. Ok, Phil qui nous dit super stack sur EVM pour EP6. Ok. Ouais, après ça c'est sur les layers 2 quoi. Sur les layers 2. Moi je pensais plus à Ethereum mainnet quoi. Mais c'est vrai du côté EVM, on a encore des choses à faire pour le coup. Donc voilà. Ça c'était pour le côté CoinMarketCap, Monero euh, et tous les altcoins qui performent bien. Donc voilà, je pense qu'on peut clore pendant la parenthèse sentiment de marché. C'est fait. Donc voilà, il est temps de rentrer du coup dans notre premier sujet. Notre premier sujet qui n'est autre, et hop, je vous partage l'écran juste là, qui n'est autre que la Meta Perp Dex. En fait, je me suis rendu compte, chaque semaine, je partageais un nouveau Perp Dex, ou du moins même à quelques jours d'intervalle. C'est-à-dire que j'étais en train de réfléchir, je me disais, bon, euh, c'était quoi le premier? Le premier, c'était quoi? J'ai parlé de variationnel, enfin j'en ai parlé de plein. Donc d'abord, je fais un thread sur Vest. Ok, cool. Ensuite, je vois qu'il y a Ostium qui sort. Bah, vous savez quoi, on va regarder mon profil. On va regarder mon profil. Hop. Si on regarde mon profil, globalement, ça va aller assez vite. Euh, on avait donc, voilà, Extended. Donc c'est 5 avril, on a parlé de ce projet-là, Ostium. Donc c'est un projet Perpdex sur Arbitrum qui permet de trade des RWA. Donc on avait le DAX, Nasdaq, pardon. Donc le DAX pour chez nos amis les Allemands, Nasdaq. On avait la bourse londonienne, FTSE. On avait le Nickel ou Nikkei, je ne sais plus c'est lequel. Mais ça c'est japonais. Je ne sais plus comment ça se prononce. Donc voilà, ils ont rajouté aussi des actions. Mais voilà, ça fait énormément de perpdex qui sont sortis en si peu de temps. Et donc, il faut, entre guillemets, filtrer un peu la concurrence et comment on aborde le truc. Et c'est ce que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, tout simplement. Donc, si on récapitule, et là, hop, je vais le faire de manière assez simple et assez rapide. Je vais vous partager directement le Discord, mon nom de Discord, que vous pouvez rejoindre d'ailleurs. Vous avez ma petite base de données AirDrop. Donc, pour récapituler, on avait Ibashi, Vest, Extended, on avait Hyperliquid, on avait Ostium et Variational. On avait GMX Solana, mais bon, ça c'était vite fait. Et on a des anciens aussi, Aventis, etc., qu'on pourra évoquer, mais on va parler surtout des nouveaux. Ok. Donc tous les nouveaux perpdex, je les ai référencés ici dans le Discord. Vous avez le lien dans la description, normalement du live YouTube. Et vous pouvez rejoindre le Discord, vous avez accès au truc. Donc je vais essayer de vous donner la spécificité de chacun et après vous dire sur lequel je me concentre. Je vais commencer par Ibashi parce que c'est celui que
digue le plus récemment. Donc Ibashi, a priori, la spécialité de ce Perpdex, c'est que tout ce que vous faites dessus est totalement privacy. Ok, c'est opaque. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez et c'est totalement opaque. Je trouve que c'est un cas d'usage assez intéressant et notamment du côté Perpdex et je vois à peu près de, dans quelle idée et pourquoi ils ont approché le truc comme ça. Mais en gros, pour simplifier la chose, c'est que si vous regardez sur Hyperliquid, je pense que sur Twitter, vous avez déjà vu plein de gens dire voilà, il y a une whale qui a lancé 50 millions en short sur tel actif, etc., etc. Bref, en fait, tout ça, ça empêche beaucoup d'intervenants d'intervenir en fait sur Hyperliquid. Hyperliquid pourrait passer vraiment à un gap supérieur s'il y avait cette composante de privacy. Le fait que tout soit divulgué, beaucoup de, si tu veux, d'acteurs en mode smart money, etc., s'ils interviennent sur Hyperliquid, c'est avec des petits montants. Ils préfèrent rester sur des choses, on va dire, opaques, comme des sexes, où les seuls qui ont un peu leur information, c'est celui qui opère le sexe, donc Binance ou Bybit. Alors que là, sur Hyperliquid, c'est tout le monde. Ibashi, a priori, aborde comment dire, cette approche où ils veulent être du coup permettre de trader sans laisser les informations transparaître grâce à la zero knowledge proof. Ok. Donc pour moi c'est un cas d'usage intéressant et ça a sa spécificité. Et voilà. Si on regarde le tweet juste là, donc c'est notamment le tweet, c'est Ibashi qui nous dit clairement euh, ils autorisent les gens à faire des trucs de fou, wild shit, donc voilà des trucs de malade, sans être exposé ou sans se faire exposer, sans se faire attraper quoi. Donc c'est intéressant. Pour les news Eclipse linéaire, on en parlera à la fin du live. Je couvre tous les sujets et après, bien sûr, on en parlera. On fera une petite section news, pas d'inquiétude. Donc voilà pour Ibashi. Pourquoi je continue de vous en parler? Je vous en parle maintenant. C'est parce que j'ai deux techniques que je vais vous partager pour farmer Ibashi de manière assez cool. Et la première, elle est assez simple. C'est le delta neutre, mais je vous invite pas à la faire. Mais vous pouvez aller dans le Discord, vous avez ce tweet-là, ok, dans le Discord, dans l'onglet Ibashi, vous pouvez aller regarder. La stratégie la plus pertinente sur Ibashi, c'est celle-là. C'est ce tweet-là. Il vous permet en fait tout simplement de farmer Ibashi en payant le moins de frais, je dirais limite en gagnant. Et je vais vous expliquer le mécanisme, il est assez simple. Pour ceux qui ont lu ce tweet, le but, ça va être d'ouvrir une position quelques secondes avant la distribution des fundings et de la fermer quelques secondes après. En gros, si je vous le montre sur le screen ici, vous voyez, le IP, je l'ai acheté. Donc, j'ai acheté 1480 IP pour le prix de 4,65 $. Et ceci, du coup, le 17 mai à 17h59. OK. Dites-vous, à 18h, j'ai reçu ce qu'on appelle les funding, un funding event. Pour vous la faire simple, les funding, je l'ai déjà expliqué dans le tweet, mais c'est un mécanisme qui permet de balancer les shorts et les longs. Donc, en fait, quand il y a plus de shorters que de longs, ce qui se passe, c'est que les shorters doivent payer un petit frais. Ce petit frais est appelé le funding fee au long. Ça permet en fait d'inciter les gens à long pour garder cette parité-là. Et donc, quand il y a une disproportionnalité entre ceux qui short et ceux qui long, ça crée une disproportion sur ce funding rate. Il vous est indiqué directement sur la paire. Par exemple, sur IP, sur mon screenshot, vous voyez la prochaine distribution a lieu dans 7h51 et les funding rates qui seront distribués, c'est moins 0,189. En gros, ça veut dire que tous ceux qui shortent, ils vont devoir payer 0,189 de leur position. Okay, 0,189%. Okay. Et donc, si je long, moi, je récupère cette partie-là. Et la stratégie, c'est tout simple. Quelques secondes avant, je rentre. Je sors vraiment. Imaginons que les fundings soient distribués à 18h. Moi, je rentre à 17h59 et 55 secondes. Et après, dès que je vois que le funding event a eu lieu, je close. Je me retrouve du coup avec une position qui est fermée juste après la distribution des 12 $ que j'ai récupérés en funding et un PNL qui est négatif parce que mon trade, je n'étais pas dans le bon sens, imaginons. Et donc, j'ai perdu un peu. Et vous voyez, le truc, c'est que mes funding, ils remboursent et les fees et le PNL perdant s'il est perdant. Parce que là, tu vois, sur Sony, par exemple, j'ai gagné 6 centimes. Donc voilà, et ça, c'est super intéressant à mettre en place, notamment sur Ibashi. C'est ça la stratégie sur Ibashi, tout simplement parce que c'est distribué toutes les 8 heures. Ce que je cumule avec ça,
ce que je vous évoquais, c'est l'auto-référal. Ça veut dire que une partie des frais que je vais payer avec ce compte-là, avec lequel je fais la stratégie, bah, je vais les récupérer avec un autre portefeuille. Et donc, en fait, ça réduit encore plus les frais et ça augmente mon PNL, ma rentabilité. Et voilà. Et au final, bah, j'ai un coût d'acquisition des points sur Ibashi qui est proche de zéro. Et ça crée du coup un farming dit lucratif. Voilà. Voilà la parenthèse Ibashi et comment je l'ai appréhendé. Maintenant, si on continue pour aller droit au but, bien évidemment, sur Vest et Extended, euh, c'est pareil. Pour moi, la stratégie, enfin, c'est pas pareil du coup. La stratégie est un peu différente et je l'ai évoqué ici, c'est une stratégie passive. En gros, le concept, ça va être assez simple. Ça va être d'ouvrir une position sur Vest, d'ouvrir son contraire sur Extended ou un autre Perpdex, on en parlera, et de faire en sorte que sur Vest, les fundings, ils sont proches de zéro. Donc, on ne va pas faire d'arbitrage dessus. Par contre, sur Extended, vous avez beaucoup de funding rates mises en place. Si je vous partage Extended, pareil, encore une fois, rejoignez le Discord, vous avez les liens. Et vous avez le thread qui explique un peu le projet de base. Ici, vous avez le tableau là, où du coup, en négatif, bah voilà, il y a IP. IP, bah, annualisé, c'est moins 80%, les funding. Donc, si je long IP, je serais payé moins 80% annualisé, en gros. Enfin, 80%, pardon, pas moins, mais 80%. Bera, c'est 40. Et je peux trouver des paires comme ceci. Par exemple, Bera, c'est moins 41. Le but, du coup, bah, ça va être de long Bera sur Extended, et ensuite d'aller sur Vest. Si je vais sur Vest, juste ici, je cherche Bera. Vous voyez que sur Bera, les funding rates sont à 0%. Donc sur Bera, je peux juste short le Bera et j'aurai pas de problème. Du coup, au final, sur Extended, je long par les 41%. Et ensuite, sur Vest, bah, j'arrive dessus et je short pour me hedger pour avoir une position delta neutre, zéro exposition au token et je ne paierai pas de funding. Du coup, les 40% restent dans ma poche. Ça me permet de garder des positions longtemps sur l'exchange qui me donnent des points, qui me donnent aussi des frais, qui remboursent les frais des positions ouvertes à la longue. Et voilà. Ça, c'est la stratégie pour ce genre de perpdex là, tout simplement. Pour Vest et Extended. Petit point bonus pour Vest, pour Extended, pardon. Extended, c'est un projet qui a été lancé par des ex de chez Revolut. Donc voilà. Et j'ai vu aussi que les métriques sont colossales. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis allé regarder, on peut aller dans Funding. Non, pardon, pas dans Funding. On va aller dans ce que j'ai. Voilà, Market. Vous pouvez voir toutes les paires qu'ils ont listées. Si je vous montre les Open Interest ouverts, donc toutes les positions ouvertes, ils ont du 4 millions sur Bitcoin, 2 millions ici. Donc voilà, ils ont plus de 6 millions d'open interest, voire beaucoup plus en vrai, je suis un ouf. Je dirais, allez, 8 on va dire 10 millions, on va arrondir à 10 millions, et même en volume journalier, il est important. Donc, le signal qui m'a été envoyé par Extended en voyant ces statistiques, c'est que, j'ai regardé ceux qui récupéraient des points. La semaine dernière, Extended a annoncé que ceux qui ont eu des points sur Extended, ils étaient au nombre de 700 utilisateurs. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait que 700 utilisateurs qui participaient dans leur campagne de points. OK. Par contre, pardon, ces 700 utilisateurs représentent un open interest proche des 10 millions et des volumes journaliers énormes. Ça me fait penser un peu à Lighter, on en reparlera après. En tout cas, moi, ça me fait penser à des whales, ou du moins de la smart money qui se positionne de manière importante pour rafler tous ces points de manière early avant de shield le narratif extended. Ce qui est encore plus intéressant est les similitudes avec Hyperliquid, qui pourraient jouer en leur faveur. Je ne dis pas que ça va être le nouveau Hyperliquid, mais ça va jouer en faveur et dans le sentiment Twitter et la hype de ce projet-là, ça va jouer. Il y a zéro VC derrière Extended. J'ai essayé de chercher, a priori, ils n'ont pas levé de fonds. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'ils vont en lever dans le futur, mais ils n'ont toujours pas levé de fonds. Donc c'est aussi un point où ils vont jouer sur cet aspect-là, de donner un gros pourcent de la supply, de dire on n'a pas de VC derrière nous, si c'est le cas. Et ça pourrait être assez intéressant. En tout cas, pour le peu d'utilisateurs qu'il y a, je vois des gens qui sont ultra investis et qui effectuent énormément de volume sur cette plateforme-là. Donc je voulais vous en parler, je voulais vous l'indiquer. Pour moi, c'est pas anodin. Si je compare à Vest, dites-vous que Vest, au niveau du volume journalier, ça fait à peine 20 millions. OK, ou 17 millions, on va dire. Là, vous allez sur Extended. Eux, juste sur Bitcoin, ils font du 17 millions de volume. Voilà. Vous savez quoi, on va comparer en direct. C'est intéressant. Je vais vous montrer comment on peut regarder les statistiques de Vest. Donc, si je tape Vest Exchange sur notre ami CoinGecko, excusez-moi, on le voit ici, bah voilà.
Aujourd'hui, bah, il n'y a eu que 4 millions. Et l'open interest, il est à peine de 700 000. Et quand tu compares à Extended, tu vois qu'un open interest de 700 000, leur Bitcoin est à 4 millions, pardon. 700 000, c'est quoi? C'est l'open interest sur Solana, quoi. Ou sur leur paire Forex, Euro-USD. Dites-vous 800 000 qui est ouvert sur leur paire de Forex, ce qui est colossal. Donc, non, franchement, c'est dingue. Je pense qu'il y a un beau potentiel. Pour les mecs les plus passifs, n'oubliez pas, vous avez le Volt. Donc là, par contre, ils ont bloqué la TVL à 5 millions. Mais ils annoncent dans le Discord à chaque fois qu'ils augmentent de 500 000. Donc vous pouvez regarder le Discord, avoir les alertes et mettre vite. Donc voilà, pour l'instant, bah, a priori, les rendements sont assez intéressants. Je pense que ça va continuer à croître avant de se stabiliser. Donc il y a encore de la croissance. Donc voilà pour Extended. On a Asu qui nous dit: moi, je LP sur Vest et c'est très rentable en points. J'ai mis 400 et je récolte presque 1000 chaque semaine. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Le LP, c'est magnifique. Sur Extended, si je peux vous donner la statistique. Alors attendez, laissez-moi juste, j'ouvre mon compte. J'ouvre le compte que j'ai. Sur Extended, avec 900 $ en LP sur Extended, j'ai récupéré 52 points. Donc sur Extended, les points sont beaucoup plus compliqués que Vest, tout simplement parce qu'on l'a vu. S'il y a du volume de 30, 50 millions par jour, des open interest aussi élevés, il y a de la concurrence pour peu d'utilisateurs, quoi. Donc voilà. Mais passivement, ça fait quand même 52 points, ce qui est cool. Donc voilà. Sur Extended, ce que je voulais vous dire, et les petites alphas, petites trouvailles que j'avais dessus, tout simplement. J'ai demandé aussi à Extended sur Discord, donc j'espère qu'on va pouvoir les recevoir, si ça les intéressait de venir sur le podcast. Donc j'ai demandé si... Alors, c'est ça la question que je voulais vous demander aussi. Dites-le moi. Donc je vais contacter plusieurs projets pour qu'on puisse discuter avec eux et récupérer des informations et comprendre le projet. Ce sera, je pense, un bel ajout pour comprendre un peu leur vision, ce qu'ils veulent atteindre. Je trouve que lire un projet, c'est intéressant, mais parler avec les mecs et leur demander, ils le voient comment ils veulent le mettre en place, etc., c'est beaucoup plus intéressant. Donc sur Extended, ça nous donnera une meilleure vision. Et en plus de cela, ça peut nous donner des petites spécifications techniques. S'ils ont un bon background et ils peuvent nous apprendre des choses, genre voilà, au niveau de l'infrastructure, on a décidé de le faire différemment de Intel pour ci, pour ça. Donc voilà, j'ai contacté Extended. Je ne sais pas s'il y a des mecs français dans leur équipe. J'espère. Dans ce cas-là, on pourra parler avec un Français et ce sera une belle émission. Sinon, si c'est en anglais, je compte quand même le faire, aller là-sur en anglais. Je pense que ce ne sera pas en live du coup. Et surtout, je ne sais pas s'ils sont à l'aise avec les lives. Donc, généralement, les podcasts, c'est post-production. Il y a toujours une post-production et tout. Bon, s'ils sont chauds pour les lives, pourquoi pas, ce serait cool d'avoir une interaction en ligne. Mais en gros, la question, là, je blablate. La question, c'est est-ce que si jamais on le fait en anglais, est-ce que il faudrait qu'on fasse un doublage ou des sous-titres sont suffisants ou comment vous le voyez? C'est que la plupart, généralement, quand vous êtes sur la DeFi, vous avez quand même des bases en anglais. Donc, ça ne devrait pas trop vous déranger. Mais voilà, comment vous le voyez, vous, si jamais on a des invités qui parlent seulement anglais, voilà. Parce que pour moi, en plus, moi, c'est un très bon prétexte pour communiquer et parler avec les gens. Si j'ai envie de faire, en gros, networker, si vous voulez, avec les gens de l'écosystème, bah, comment dire, c'est un bon moyen de, voilà, de dire, bah, venez sur mon podcast. En tout cas, moi, je le prends à mon avantage dans tous les cas. C'est pour ça que je vous demande votre avis. Parce qu'en vrai de vrai, pour moi, ça m'impacte peu. Parce que moi, le vrai goal, c'est de discuter avec les gens et de poser des questions. Mais derrière, pour, euh, pour, le... pour vous, ça dépend ce que vous préférez. Il y a ceux qui nous dit, pour ma part, la voix me suffit. C'est-à-dire en anglais, c'est bon ou tu veux en mode un doublage, quoi. Parce que j'ai vu chez Decrypted, ils font des doublages, ce qui est colossal. Mais je sais pas si vraiment les doublages, c'est game changer, en fait. Parce que je vois qu'ils font des doublages, mais je regarde les vues. Je sais pas si les gens, ça les aide complètement. Et en plus, je trouve que c'est un peu bizarre si en doublage, c'est moi qui parle et Hunter qui fait la voix d'un tel, ça peut porter à confusion, quoi. C'est bon en anglais. Ok, les sous-titres, c'est bien. Nickel. Ouais, on fera des sous-titres en français. Moi, je pense que c'était ça le truc que je voulais faire. Je pensais si jamais on est obligé de parler anglais, moi, je demande toujours s'il y a un mec qui parle français dans leur équipe. Parce que si on peut parler français, c'est cool. Mais en anglais, on fait en anglais, il y a les sous-titres pour comprendre.
Et le mieux, je dirais, même pour vous, même sans écouter les 1 heure, vous pouvez récupérer le transcript YouTube et le poser dans votre chat GPT et poser les questions nécessaires. Ok, donc ouais, on est tous sur la même longueur d'onde. Je vois Titan qui nous dit le doublage, c'est pas agréable. Les sous-titres, ça suffit. Donc, ok. Bah, nickel, Phil. En tout cas, ils m'ont dit que j'aurai la réponse demain. Donc, on verra la réponse de l'équipe de Extended demain. Et voilà. Je vais essayer de contacter d'autres projets. Tant qu'on y est, tant qu'on pose les questions, listez-moi tous les projets, peut-être que vous farmez, qui vous intéressent, qu'on pourrait contacter. Parce que maintenant, je crois qu'on a 1000 abonnés sur YouTube, 700 sur Twitter. Donc, on va dire, on est beaucoup plus crédible qu'avant. Quand je compare les autres podcasts, en vrai, en termes de followers, on est pas mal. Donc, on peut viser des bonnes personnes, sachant qu'ils sont accessibles, vu comment le marché est dead, hein. Donc, si jamais vous avez des petits projets qui vous intéressent, n'hésitez pas, vous les mettez dans le chat et voilà. Bon, moi, je vais continuer. Je continue mon petit monologue sur les perpdex. On a parlé de Vest, de Extended. Donc, vous avez plusieurs manières de l'attaquer de manière passive, donc avec le liquidity providing, qui n'est pas disponible sur Ibashi. Vous avez des petites stratégies, des petits jutsu secrets sur Ibashi pour lancer quelques positions par jour et euh, limiter la volatilité, l'exposition au marché et les frais générés, avec des petites stratégies autoréférales. Et après, il y a les stratégies passives où vous laissez simplement une position sur le long terme entre deux perpdex comme Vest et Extended. Voilà. Bon, on part du côté Ostium. Ostium, c'est cool. C'est un bon projet. Au niveau de la traction, c'est parti très très vite. C'est parti très très vite. Donc moi, je vous racontais, voilà, la première semaine, c'est le moment de marquer des points. C'est ce que j'ai pu faire. J'ai marqué des points la première semaine, mais maintenant, c'est ultra compétitif. Parce que si vous regardez le liquidity providing, la pool, 61 millions, le TVL, voilà, 64 millions, pardon. 64 millions de TVL, et même au niveau du volume, alors, on va regarder les statistiques ensemble. Donc, ce qui est dingue, hein, c'est qu'il n'y a que 8000 utilisateurs. C'est ça le truc. 8000 utilisateurs pour 60 millions de TVL et de volume. Sur les 24 heures, ils sont déjà à 43 millions de volume. Pour 8000. En fait, c'est vraiment à peine, à peine. Donc, vraiment, gagner des points sur cette plateforme, c'est trop dur maintenant. Donc, je préfère première semaine marquée, mais voilà, j'ai pas l'impression que ça vale énormément le coup. Ok. Donc, la concurrence est rude, tout simplement. Ça, c'est pour Ostium. Si on regarde Hyper Liquid, on en parlera, on a la parenthèse HyperVM. On va terminer juste par Variational. Parce que sur Variational, j'en ai parlé sur Au coin du feu. J'ai dit de vous mettre dans la wishlist et tout, enfin la waiting list. Et maintenant, c'est ouvert. Ça veut dire que. Enfin, c'est ouvert. Pardon. C'est ouvert à la waiting list. Donc, si jamais vous êtes inscrit, vous avez eu un code, vous avez accès à la plateforme. La plateforme est dégueulasse, qu'on parle français. Le spread, il est dingue. Vraiment, c'est. J'ai toujours pas le referral code. Ok. Moi, je peux pas vous inviter pour que vous ayez accès à la whitelist, mais bon. Juste une chose qui est intéressante sur Variational, c'est qu'il y a tellement de paires disponibles. Genre, vraiment, quand je vous dis toutes les paires sont disponibles, c'est pic. Voilà, je veux shorter pic, pic. L3, L3 en perpétuel. Allez, un autre token. Donnez un token lugubre. EGLD. Bah non, c'est pas lugubre, EGLD. C'est disponible partout. Bon, un autre token lugubre, j'essaie de réfléchir. On va regarder sur leur market. Hop, on va regarder les funding. Voilà, il y a le Nyan Coin, le Titcoin, vraiment des Venice Coin, Ethervist, bref, des coins, des coins en veux-tu, en voilà, même des meme coins. Donc c'est cool, leur concept c'est de tout lister et d'avoir un engin de market making qui s'occupe de ça. Donc c'est cool, mais la plateforme doit évoluer, sinon comparé à la concurrence, c'est nul. Ce qui est cool aussi, c'est qu'ils ont peu de volume. Donc si vous avez accès à la whitelist, il y a à peine du 1-2 millions par jour. L'open interest est faible aussi. Donc vous pouvez bien vous marquer avec peu de concurrence. Je pense qu'il y aura des points rétroactifs, je pense. Il n'y a pas de programme de points, mais je pense que ce sera rétroactif. Donc voilà. Et voilà, sur Via Rational, si vous avez accès, pourquoi pas. Faites attention, les frais, ils vous fracassent. Donc c'est pour ça que j'ai fait un peu de volume, mais sans plus, parce que c'est trop. En fait, c'est trop dingue.
C'est vraiment le terme. C'est vraiment trop dingue. Donc ouais, pour Variational, il y a un edge à avoir vu qu'il n'y a personne. Et ils ont levé 10 millions. Ça, faut pas l'oublier. 10 millions levés, et il y a des bons VC derrière eux. Alors on va regarder ça ensemble. Euh, hop. Donc, je vais juste fermer Variational parce que Variational. Hop. Ils ont levé 10 millions. Ils ont des bons VC derrière eux. Dragonfly et Hack VC, c'est des bons. C'est des très bons VC. Donc 10 millions, c'est pas mal. Ils ont aussi pour but de distribuer beaucoup de la supply à la communauté et d'avoir le même mécanisme que Hyperliquid, d'avoir des buybacks. Ok. Donc là aussi. Et Ibashi aussi, c'est Dragonfly. Dragonfly, j'aime bien. Je trouve que leurs tests d'investissement, elles sont pas mal. Donc toujours un petit point positif. Toujours un petit point positif. Donc voilà, voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse variationnelle et on les a tous traités, hein. On les a tous traités, les perfdex. Donc voilà, ça nous a mis 35 minutes. C'est sympathique. Donc il y a un edge pour moi sur variationnel à avoir. Pourquoi pas des stratégies delta neutre. Il n'y a pas beaucoup de funding en fait sur variationnel vu qu'il n'y a personne. Donc ce que je faisais avec extended et vest, tu peux le faire en mode extended variationnel. Juste comme il y a du spread, comme on dit, en fait, la liquidité est faible sur variationnel. Ça veut dire que votre prix d'ouverture en fonction de extended et E, il sera, euh, il sera un peu différent. Donc des fois, la position va s'ouvrir un petit peu plus haut, un petit peu plus basse de votre point d'entrée que l'autre plateforme. Et à la longue, avec des grosses positions, ça peut faire beaucoup, quoi. Mais voilà, je vous invite à expérimenter. Variational, je ne peux pas vous en dire plus pour le coup. J'ai fait un petit peu de volume, mais sans plus. Asu qui nous demande, dis-moi Elias, si j'applique la stratégie sur Extended, celle que tu as postée sur Ibashi, c'est rentable? Alors, justement, c'est ce que je racontais. En fait, sur Extended, si tu regardes, les trucs sont distribués toutes les 1 heure. Bon, là, il y a 0%, alors on va trouver une paire avec des bons funding. Après, je pense que c'est faisable, mais j'ai montré le calcul que tu fais dans ta tête. On va prendre le cas de IP. IP, la prochaine distribution est dans 23 minutes. C'est moins 84% annualisé. Ok, mais ça distribue toutes les heures. Donc toutes les heures, tu vas gagner si tu longues 0,097%. Donc tu fais le calcul, tu mets la taille de ta position et tu multiplies par 0,00 et tu rajoutes encore 2 zéros et ensuite 97. Et là, ça va te donner à peu près ce que tu vas gagner. Et ensuite, tu vois par rapport à la taille de ta position, les fees que tu as payés. Donc fais un exemple. J'ai pas la théorie exacte. C'est pour ça que je ne peux pas t'aider là. Mais tu peux le faire. Tu testes une fois, quoi. Tu ouvres 5 secondes avant et tu fermes 5 secondes après. Et tu vois combien de fees tu as payé, combien les funding t'ont payé, et tu fais le calcul. Mais je suis presque sûr que comme les funding ils sont distribués toutes les 1 heure et c'est faible, tu vois, sur Ibashi, c'est le cumul des 8 heures. Donc c'est 0,97 plus nanana, nanana, enfin fois 7, pas plus, mais ouais, c'est plus quoi. Enfin, fois 8, du coup, vu que c'est les 8 heures. Voilà. Et pour moi, je suis presque sûr que vu les frais que tu vas payer, ce que tu vas recevoir toutes les heures, c'est pas négligeable. Sachant que toutes les heures, si tu fais la stratégie, tu réouvres, tu refermes, tu réouvres, tu refermes, tu repayes des fees, tu repayes des fees. Donc, pour ça que c'est moins efficace sur ce truc. Mais si tu veux spam le volume, c'est une manière intelligente de spam le volume. Dans tous les cas, ça fera toujours une réduction de tes frais, même si c'est pas l'approche que j'aurais eue. Voilà. C'est devenu le territoire des whales sur Ostium. Ah, carrément. Carrément, carrément. À la concurrence est très très rude. Pour le coup, très 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 rude. Donc voilà, c'était le petit point perpdex. Sympathique. Sympathique, sympathique. On avance bien, j'aime bien. Donc on va pouvoir continuer. On passe à la partie Hyper EVM. EVM, c'est comme vous voulez. Donc Hyper EVM, juste la petite parenthèse parce que c'était intéressant de se positionner, mais là je viens de voir. Hyper EVM, c'est dingue, hein. C'est dingue, dingue, dingue. Venez, on va sur DeFi Lama ensemble. Hyperliquid L1, voilà la layer 1. 1 milliard de TVL. Wow. 1 milliard de TVL, c'est. Franchement,
jamais vu une blockchain. Dites-vous, c'est limite. Après, peut-être que je suis fou, hein. C'est limite plus bullish que Solana en termes de metrics. Parce que vraiment, regardez. 1 milliard de TVL pour un truc qui vaut en. C'est quoi la valorisation de JLUE? C'est 26 milliards. Si je fais la comparaison avec Solana, Solana, le market cap totalement de JLUE, c'est combien? Est-ce que j'ai la. Ah, Sol FDV, 100 milliards. Ouais, bon, ça va. Ça va. Le ratio 10% de la supply. Ouais, mais après, non, je suis un ouf. Parce qu'en fait, Hyperliquid, c'est 8 milliards de market cap. 8 milliards de market cap, dont 1 milliard qui est on-chain. Donc ça fait un huitième. Sur Solana, c'est un dixième à peu près. Donc ouais, le ratio, il est pas mal et c'est toujours en croissance sur Hyperliquid. Donc c'est ouais, c'est colossal. C'est colossal, c'est colossal. Enfin bref, c'est cool parce que il y avait peu de personnes début janvier quand c'est sorti. Même avril, en vrai de vrai, 300 millions de TVL pour une layer 1, ça va, hein. Ça va, ça va, mais là, il y a beaucoup de monde. Donc, on avait déjà parlé de Hyper-VM, mais voilà, c'est ça, hein, c'est l'utilisation d'Hyperliquid. Unit, pour ceux qui connaissent. Unit, c'est ceux qui font les. Hop, je vais vous montrer. Donc, il y a tout le monde qui. Hop, voilà. Unit, c'est ceux qui font les paires spot que vous voyez ici. Donc, le BTC USDC, ETH USDC et le Sol USDC. Et je crois qu'il y a le Fartcoin aussi. Ouais. Donc, ils ont 4 tokens BTC, Fartcoin, ETH, Solana. Et c'est un projet qui s'appelle Unit, UNIT, qui fournit en fait ces paires-là au mode spot, qui vous permettent en fait comme un exchange d'acheter des tokens BTC. Et quand vous retirez les tokens BTC, bah, vous pouvez les retirer sur un vrai wallet Bitcoin. Et pareil sur Solana, sur un vrai wallet Solana. Donc ces projets-là sont intéressants à interagir. Vous avez du lending classique comme Hyperland, des DEX comme Hyperswap. Et en fait, ce qui est intéressant, et pour moi c'est le plus intéressant avec Hyper-EVM et Hyperliquid, euh, et c'est vraiment la philosophie et l'ambiance en fait. En fait, si vous voulez, enfin l'ambiance, le culte, voilà le culte, c'est ça. Dites-vous, le culte Hyperliquid, c'est que ces projets-là vont distribuer en airdrop, si on farm Hyperland, pour ma part, s'ils suivent la philosophie, là ils ont tous fait le même mécanisme de points. Un peu 1 million toutes les semaines, et avec des bronze, platinum, gold, un peu comme on avait sur Hyperliquid. Enfin, c'est grade. Et je pense vraiment que ces projets-là aussi vont distribuer de manière généreuse parce que ça fait partie du culte Hyperliquid. C'est pas de, entre guillemets, bon, il peut y avoir des VC, mais de préférence pas de VC, et distribution énorme à la communauté dès le début. Et, et voilà quoi. Donc, pour ma part, c'est un culte qui est très intéressant parce que ça va profiter à tous ceux qui sont exposés à ces projets-là, si c'est leur approche de faire comme Hyperliquid. Dans l'eau, je pense à Hyperland. Hyperland, si ça devient le AAV de la chain, si vous voulez, bah clairement, ce ne sera pas comme un airdrop des autres lending protocoles qu'on a farm sur Linea ou ZK Sync. Là, pour le coup, le airdrop, il peut être. Ça dépend en fait de ce qu'ils vont implémenter, mais j'ai l'impression que vu que c'est le cult hyper liquide, ils vont essayer de donner de l'utilité à leur token pour avoir des buybacks, pas un simple token de gouvernance. Ils vont donner un bon pourcentage de la supply, pas 5%, mais 20%. Et, ouais, le potentiel qu'il y a en termes de TVL sur ces protocoles-là, parce que c'est pas ultra populaire encore, c'est pas mal quoi. Mais c'est pas un peu sur farm. Ouais, bah dès à présent, si tu rejoins maintenant, j'ai envie de dire, ouais, c'est un peu plus sur farm. J'ai envie de dire la concurrence est un peu plus rude. Je dirais pas ultra farm encore, mais c'est. En fait, si, en vrai. En vrai, en fait, c'est ultra farm, mais le truc, c'est que la FDV du token, c'est 26 milliards. En fait, si c'est 26 milliards la FDV du token, tu peux régaler beaucoup de monde. C'est voilà, c'est ça. C'est ça le truc. C'est que pour moi, techniquement, pour un token lambda, je t'aurais dit ouais, c'est sur farm. Mais là, vu la quantité de budget qu'ils ont pour récompenser le airdrop, ça fait que voilà, avoir une petite exposition, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal vu ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent récompenser beaucoup de monde, quoi. Mais quand tu regardes clairement, si tu regardes le volume sur les perpétuales, clairement en mensuel, on est toujours sur des all-time high, même en weekly, hein. 30, 40 milliards par semaine, quoi, de volume. Donc c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Donc
Quand tu compares ou même en janvier, on était quoi à 10, 14 milliards, quoi. À janvier, février, ouais, 8, 7 milliards. Donc ouais, ça reste quand même énorme en termes d'utilisation. C'est un top. Je crois qu'en termes de open interest, je crois que c'est un top 13 au niveau des sexes. Ils sont top 13. Quand tu compares l'open interest, donc le nombre de positions ouvertes sur la plateforme, et je parle de Binance, genre ils sont au-dessus de BingX et de KuCoin, il me semble, hein. Donc ouais. On a Asu qui nous dit que pour sa part, lui, il est en mode LP, un peu de hype. Il farm HyperSwap, ok, cool. Quelques NFT comme Oily et Hypers. Ok, sympathique. Moi, dis-toi, j'ai dump mes NFT, j'aime pas trop. Enfin, Oily, j'en ai pas eu, mais j'ai dump. Euh, je crois que c'est Hypers que j'ai dump. Je crois qu'il était à 10 hype ou plus 12, un truc comme ça. Je dis, ça y est. Non, ah, je sais plus. Ouais, je crois que c'est ça, c'est 12 hype ou un truc comme ça. Ou 10. Et j'ai dump et voilà. Et après, je me suis exposé au protocole de l'écosystème. En tout cas, la stratégie est pas mal. Je dirais juste rajoute un peu, genre, utiliser quoi, les produits de Unit. Donc, tu vois, tout bête, hein, tes ETH, bah, juste achète des ETH avec eux. Utilise-les sur la DeFi, quoi. De Hyper EVM. Voilà, histoire de viser un peu à droite à gauche et voilà, quoi, sans plus. GM, salut à toi, patate douce. Salut, salut. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse Hyper EVM. J'essaie de réfléchir si j'ai rien oublié. Ah oui, voilà, si, j'ai oublié. Voilà, je voulais vous dire ce qui me fait peur avec Hyperliquid. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. En fait, Hyperliquid, ça arrivait à une taille, le truc, donc top 13 niveau sexe en termes d'open interest. Donc c'est au-dessus d'un BingX, d'un KuCoin en futures, en termes d'open interest, hein. Euh, un token qui se fait buyback, mais genre hardcore. Vraiment, le buyback sur le token, quand je dis, ils ont racheté genre 6%, 7% de la supply en quelques temps. C'est vraiment hardcore, ça clairement. Euh, donc, et ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, il représente une menace pour les concurrents. Donc, j'ai peur que ça attire, j'allais dire le mauvais œil, mais ouais, un peu le mauvais œil, quoi. Ou du moins des mauvaises personnes qui vont chercher des failles pour essayer de descendre le truc. Parce qu'en vrai, c'est un éléphant dans la pièce, maintenant, Hyperliquid. De toute façon, on l'a vu, hein, avec l'incident de Jelly Jelly. Mais ouais, je pense qu'à l'avenir, tu vois, niveau régulation, ça peut partir en cacahuète. Euh, je pense pas, mais c'est un truc, c'est un risque à prendre en compte niveau régulation. Euh, et aussi le risque de hack, tout simplement, et l'ancienneté du truc, quoi. Donc, pour moi, faut faire attention parce que ça devient très très gros. Et de toute façon, c'est comme tout, faut toujours mitigate le risque. C'est hyper liquide, c'est très très cool, on est d'accord, mais c'est pas intouchable. Donc, c'est juste ça que je voulais dire. Et encore moins, et encore moins intouchable quand c'est la cible de beaucoup de personnes. Maintenant qu'ils sont énormes, voilà, c'est ça. Ça devient une cible pour beaucoup de monde. Donc, ouais. Voilà pour le petit truc hyper liquide. Parce que c'est vrai que sur les réseaux, beaucoup de boules post hyper liquides, il ne faut pas oublier que 26 milliards quand même d'FDV, c'est pas mal, c'est un gros bébé. Le volume qu'ils font, etc. Enfin, voilà. Excusez-moi, j'ai baillé. Bon, on passe au prochain. On passe au prochain sujet. Donc le prochain waouh. Le prochain sujet, pardon. Mega ETH Monad Airdrop en 2025. Euh, Ça, c'est un peu pour faire un petit point sur la méta airdrop, en fait. Donc, le point que je voulais faire vis-à-vis de ça, vite fait, le point airdrop, du coup, c'est, j'ai l'impression que c'est ça a énormément changé. Maintenant, pour s'exposer à une layer 1 ou une layer 2, euh, c'est ça, la fatigue qui tape fort à ça. C'est ça, c'est ça. Non, ouais, du coup, pour s'exposer à une layer 1, une layer 2, c'est plus du tout comme avant. Genre là, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que maintenant, pour s'exposer, je sais pas, un méga ETH, un monade,
Faut être dans des communautés, faut gratter des NFT, des whitelists, des trucs à droite à gauche. C'est pas un style de farming qui me fait kiffer, tu vois. D'essayer de gratter une whitelist et minter le NFT. En tout cas, déjà, j'aime pas spéculer sur les airdrops avec des NFT. Je me fais toujours rect. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça sur Monad aussi. Et je me demande comment elle va avoir lieu la distribution, parce qu'on a été déçus par Berachain. Euh, Franchement, les derniers en date, Layer 2 qui étaient cool, on va dire ZK Sync, on va dire Arbitrum, Optimism, en Layer 1, Aptos. Mais après, genre Suisse, c'était décevant. Zeta Chain, ça va, c'était cool. Euh, Mais ouais, en fait, c'est difficile de s'exposer là à ces projets, de s'exposer à ces projets-là, vu qu'ils sont convoitisés de malades. Surtout quand on regarde Monad. Donc Monad, c'est très cool. Ils ont été valorisés à 3 milliards par des VC. Donc c'est quelque chose d'assez fou. D'assez fou. Pour ma part, en tout cas, si je peux partager mon avis, ce genre d'airdrop-là, c'est des airdrops que j'évite. Ça prend trop de temps par rapport au rendement que ça va apporter, tu vois. Je trouve que c'est pas. Ça dépend. En fait, si tu as les bons filons, les bonnes communautés, pourquoi pas. Mais globalement, j'ai l'impression que ce genre de projet-là, c'est plus intéressant d'attendre le mainnet pour aller dessus. Par exemple, sur Monad, en tout cas, je vous partage le cas de Monad. J'ai vu pas mal de projets qui ont levé des fonds qui sont intéressants. J'aime bien leur approche, un peu comme Mega ETH, où ils ont compris, avant de lancer leur chain, ils sont en train d'essayer de bootstrap un écosystème. Alors, si je tape Monad écosystème au niveau des VC, bon, il n'y en a pas énormément. C'est bizarre, il me semble qu'il y en a plus. Mais voilà, j'ai vu des projets de liquid stacking qui ont reçu des gros fonds de VC sur Monad. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Euh, et récemment, j'ai vu un autre perpdex, du coup, c'est ça qui m'a fait rire. Un perpdex sur Monad qui a levé 9 millions. Et pareil, avec des bons VC que j'aime bien. Donc, les VC que j'aime bien, voilà, il y a du Dragonfly, CMS, HKey Capital. Tu vois, c'est des jolis prénoms, des jolis noms. Donc, il y a plein de projets comme ça prometteurs qui arrivent. Et c'est le même cas sur Mega ETH. Et j'ai l'impression que c'est plus intéressant. Après, c'est peut-être dans ma théorie ou en mode, bah, l'infra, on est arrivé à un point où l'infra, on le valorise beaucoup, mais plus autant qu'avant, tu vois. Tu peux pas, c'est plus aussi facile qu'un Arbitrum qui sort à 20 milliards de l'infra. Tu vois, Engen Layer, ça sort à 10 milliards. Je suis sûr qu'une autre infra de restacking, genre Symbiotic ou Karak, si ça sort à 1 ou 2 milliards, c'est miraculeux, tu vois. Et c'est un peu dans le. Donc peut-être c'est dans ce sens-là où les apps prennent de plus en plus de valeur et que l'infra, on le valorise moins. Mais tu vois, sur Mega ETH, genre un truc comme GTE, avec quoi d'autre? Il y a Valhalla aussi, pas mal, qui sont voilà, des bons projets, quoi. Pour la phase 2 de Succinct, il y a une whitelist pour y accéder et tu dois vendre la daronne même si tu as déjà accès au testnet, c'est horrible. Voilà, c'est ça. En fait, c'est cette méta-là des airdrops qui me rend fou. C'est. Je voulais. Ça, c'est une bonne expression. J'allais dire plus vulgairement, mais c'est ça. Tu dois vendre ta maman pour accéder au truc, tu vois. Et même en plus, sur ces projets-là, le truc, c'est comme ils ont l'attraction monade, même là, il y a énormément de concurrence. Et tu dois, pareil, vendre ta daronne pour avoir une whitelist une semaine avant, utiliser les options. Bref, c'est devenu un peu. Donc, c'est difficile, en fait, de se positionner comme avant, comme on avait pu le faire, genre. Et je bride sur la layer 2, j'utilise et tout, tu vois. Donc, pour Mega ETH, on va voir, hein, mais genre Mega ETH, je pense qu'ils vont pas TGE quand la chain sera live, vu que les frais de gaz sont payés en Ether, ils n'ont pas besoin de token, et ils feront une campagne d'incentive ou je sais pas ce qu'ils feront. Monad, eux, ils lanceront, mais je pense qu'ils, pareil, ils vont distribuer un tout petit peu, et après, ils vont lancer un programme. Et voilà, dans les deux sens, il y a trop de. Il y a beaucoup de monde, les récompenses ne sont pas ultra généreuses, et un peu mal disait. Berachain, tu vois, c'est le bon exemple d'un airdrop flopé, quoi. C'est la fat apthésis de Dio, ce que j'entends. Peut-être. Mais ouais, c'est. J'irai pas jusqu'à le fat apthésis, mais ouais, un peu comme ça, j'ai l'impression que.
vu le monde et les valos, ça vaut plus le coup, quoi. Mais derrière, je me dis, en fait, tous ces projets-là là, qui arrivent, c'est notre airdrop season numéro 2. On a eu la première fin 2023, bon, allez, on va dire mm, les 6 mois de 2024, les premiers 6 mois de 2024, c'était notre airdrop season. Peut-être qu'on aura une nouvelle avec ces projets-là, ce qui vont te permettre d'émerger des bonnes apps, des VPN. J'ai vu un truc de liquid stacking et aussi où en mode, si tu marches, je crois que tu gagnes des monades. Ou, bref, c'était un projet LST qui implémentait aussi le fait d'être actif dans la vraie vie sur Monad. Mais je sais plus c'est quoi le nom du projet, il faudrait que je le retrouve. Donc ça c'est pas mal. Mais ouais, en fait je trouve que c'est très compliqué de se positionner sur ces airdrops là et d'avoir une belle visu. Du sens où tu sais pas s'ils vont airdrop 5%, tu sais pas ça va être quoi les critères. Euh, donc tu vois, c'est mieux de se concentrer un peu sur l'appli et si tu arrives à choper l'infra derrière, c'est sympathique. Sympathique, sympathique. En tout cas, moi je sais pas, c'est quoi votre approche sur Monad ou sur Mega ETH? Franchement, c'est des projets qui m'excitent, enfin, que j'attends. Ouais, qui m'excitent, ouais. Ouais, c'est bizarre un peu. Mais bref, vous avez compris je suis enjoué quant à l'idée d'utiliser ces projets. Voilà. Pour utiliser un synonyme. Euh, mais je sais pas du tout comment, voilà, avoir une exposition ou du moins une exposition maligne. Voilà, c'est surtout ça. Donc, je sais pas, c'est quoi un peu votre approche, vous. Mais ouais, la méta, quoi, concrètement, elle a changé et c'est difficile de se positionner. Il n'y a que les applis. Franchement, j'ai l'impression qu'il y a des perf à forme. Il y a Towns, il y a Moonwalk peut-être. Mais si je vous montre, regardez. Si tu regardes juste là, on fait le bilan de ma base de données. Perfdex, Perfdex. Là, il y a du yield sur Unichain pour le super chain écosystème dont Phil nous parlait. C'est pas mal. La super chain, Perfdex. Infra Espresso, pareil, tu dois vendre ta daronne pour avoir une whitelist, pour avoir un NFT, pour être éligible. Euh, et en fait, j'ai utilisé Logix, mais je regarde du. Ah, ça, c'est une bonne parenthèse, voilà. Pour les airdrops infra, c'est dans le même thème que Monad et tout. Du coup, Espresso, je suis allé sur leur site et ils ont un espèce de scanner. Alors, hop, j'essaie de vous le montrer en direct carrément. Un scanner, du coup, de leur. Je sais même pas si c'est une blockchain ou bref, c'est un peu. Pas une blockchain, mais c'est des blockchains qui se connectent à ça. Il y a des transactions. Enfin, attendez, laissez-moi trouver Alors, hop. Est-ce que je l'ai? Ah, je sais plus où est-ce que je l'avais trouvé. Sur Espresso, tu peux voir les transactions qui passent, etc., comme un scanner. Enfin bref, du coup, tout ça pour vous dire que j'ai essayé de faire ça. Et même quand je tape mon adresse, je ne trouve pas en fait. Donc je sais pas comment ils savent qui a interagi ou non avec Espresso. Ouais, voilà, une layer de confirmation. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Bref, ouais, c'est pas une blockchain, voilà, une layer de confirmation. Ton ressenti pour l'airdrop de base? Moi, je pense qu'il va jamais avoir lieu, hein. J'ai l'impression qu'il n'aura pas lieu. En fait, techniquement, ça serait cool d'avoir le coin au SP500, enfin, genre dans la bourse américaine, quoi, classique. Et base, du coup, on-chain, ce serait pas mal. Mais j'ai l'impression qu'ils sont pas dans leur vocation de créer un token pour l'instant. Donc, ouais. C'est pour ça, j'utilise vraiment pour les applis, moi, sur Base. Tu vois, en fait, c'est un peu comme Monad ou un peu comme Mega ETH. Mon approche. Ah, bah voilà, c'est très bon. Merci, patate douce. Très bon exemple. C'est Base. Il y a moyen qu'il y ait un airdrop, on va dire. Donc, pour Monad, on est sûr qu'il y aura un airdrop. Mais t'es pas sûr qu'il va récompenser vu le monde qu'il utilise. Tu vois, ça va être difficile. Par contre, si derrière, moi, je vais sur Base pour être éligible à Aventis, chercher du yield sur Aérodrome de dingue ou ce genre de choses, tu vois, j'ai rentabilisé mon temps dessus. Et si j'ai l'airdrop de l'infra, tant mieux. Si je l'ai pas, euh, tant pis. Voilà, tout simplement. C'est une layer de confirmation, ouais, et c'est une layer 1.5 techniquement. Espresso, c'est une layer 1.5. Ok. Sympathique. Sympathique, sympathique. C'est composable, ouais, entre toutes les chains. Ok. Ça, j'avais compris le truc, c'est
Je crois que c'est pour rendre les bridges plus rapides, enfin les interconnexions entre les chains plus rapides, je crois. Après, ils font beaucoup de trucs, donc faudrait que en fait, il y a Joe qui l'a interviewé, la madame. Je sais plus. Je sais, ouais, c'est une madame chez Espresso, je crois. Je sais plus comment elle s'appelle. Je crois que j'ai vu son propre. Ah, Jill, je crois. Gill. Ouais, je crois que c'est elle. Je crois il a reçu cette. Ah voilà, Jill, ouais, tu l'as dit. Ah voilà. Faut que je le. Faut que je le regarde. Faut que je regarde la madame parler, comme on dit. Tu as essayé Polaris? Non, j'ai pas essayé. J'ai pas essayé, mais faudrait que j'essaye. C'est le truc de d'osmosis, ça. Faudrait que j'aille voir. Faudrait que j'aille voir. Du coup, Espresso, pareil. Alors, le constat, c'est Espresso, on peut s'exposer, mais j'ai l'impression que au niveau de l'historique, je retrouve pas si moi j'ai interagi avec Espresso. C'est plus Logix qui a interagi avec Espresso plus que moi. Et je sais pas s'il y a une espèce de retranscription historique du truc. Donc voilà, en fait, j'ai regardé dans le scanner, je vois aucune trace de si c'est telle personne qui a lancé telle transaction sur Espresso. Donc ouais. Il y a quoi de AO sous-farmé, mais peu de traction et pas d'énorme valorisation, mais très early et très bel écosystème AO. Ok, cool. Mais pour des rendements, voilà, c'est. Tu peux en avoir maintenant, mais assez rare. Aptos, 3 ans, 3 ans qu'on doit recevoir des tokens, qu'on utilise leur DeFi, affreuse, qui n'a pas évolué, inutile, scandaleuse. Bref, tous les mots en euse. Et voilà, donc on attend toujours. Dinari, projet RWA, pas le token, j'ai l'impression qu'il va sortir dans 1 ou 2 ans, mais intéressant, pourquoi pas. Hyperliquid, Hyperdex, allez, il y a une chain. Hyperliquid, c'est le seul, vas-y, c'est la seule layer 1 qui est intéressant à farmer comme à l'époque. Après, toutes les autres, c'est trop fermé. Ostium, Perpdex, Eclipse, bah, c'est fini. Variational, Perpdex, Walrus, je crois que c'est fini, mais tu peux faire du stacking, mais voilà. Universal, c'est cool. Zero Gelab, c'est terminé. Enfin, franchement, c'est la méta, voilà quoi. Tu vois, c'est que des applis, des perpdex qui sont intéressants. Tous les trucs d'infra. Genre, Universal, c'est une appli. C'est cool. Mais tous les trucs d'infra, voilà, c'est pareil. Faut acheter des nodes, faut vendre sa maman, faut se rendre éligible avec des whitelists. Voilà. C'est un banger Polaris. Bah, j'irai tester ça, Sou. Merci pour le tuyau. FF Aptos, ah, carrément. Surrender, forfeit, tout ce que tu veux. Ah, c'est vrai qu'il y a le Saint Layer 0 pour l'infra. C'est vrai. Le Saint Layer 0 pour l'infra. Franchement, même voilà, dans la méta, c'est l'un des seuls comme Hyperliquid où on s'y retrouve. Mais attends, attends, parce que. Alors attends. Parce qu'il a fait un tweet de fou, Brian. Notre cher Brian. Brian, c'est mon ami. On a déjà interagi sur Twitter. C'est une blague. Enfin, il a déjà répondu à quelques de mes tweets. Mais Brian, je l'ai. Franchement, j'ai été virulent à son égard pour le airdrop 1. Puis après, il était gentil. Du coup, j'ai été gentil. Mais là, récemment, il a vu un message, il a mis un message. Et du coup, j'ai pas trop aimé Brian. J'essaie de le retrouver, mais. Ah voilà. Donc là, il le dit, pour être clair, il ne faut pas faire de farming. À ma connaissance, aucun projet immédiat pour la saison 2 n'est prévu. Vous avez vu? Il y a un an, c'était vous inquiétez pas, dans un an, on vous donne 5% de token en plus. Là, c'est à ma connaissance. Pourtant, c'est le CEO du projet, hein. Et il dit à ma connaissance. Donc, il essaye de faire un peu le mec, un peu, il est ignorant, il sait exactement, c'est lui qui clique sur le bouton, tu vas recevoir un airdrop ou non. Et il a dit, à ma connaissance, aucun projet immédiat pour la saison 2 n'est prévu. Alors que techniquement, la saison 2, elle devrait arriver là le 31 juin avant. Et du coup, ça n'arrivera pas en juin, ce sera sûrement d'ici la fin de l'année. Et ça pourrait ressembler à quelque chose complètement différent. Moi, je pense que ça va être les rétro GPF ou je sais plus quoi. Bref, c'est les projets qui auront les tokens et les projets qui redistribueront. Mais bon. Euh, Et il le dit, du coup, ne farmez pas à ce moment-là. Il y a beaucoup de travaux du côté de Layer 0. Et
et ils vont pas se concentrer sur des volumes inorganiques. Donc, ouais, j'ai l'impression que c'est pour la fin de l'année. Et vu Brian, il peut se déterre, il peut se déterre pour l'année prochaine. Zero G Labs déjà fini. Ouais, Zero G. Enfin, déjà, ils devaient avoir leur TGE en avril, je crois, ou en mars, puis en avril, puis en mai. On attend toujours. J'ai l'impression que ça va tourner au fiasco, ce truc. Plus tu délayes, plus ta valorisation, elle mange une claque. Donc, je pense qu'ils vont se faire claquer. Et à ma connaissance, je suppose qu'il y aura des tokens post-TGE à gagner. Mais là, vu le vesting qu'ils ont mis sur les airdrop farmers, enfin, en plus, il n'y avait même pas trop de farmers. Il fallait vendre sa maman aussi. Il fallait acheter des NFT. Toujours pareil, il fallait faire des trucs bizarres pour se rendre éligible qui n'impactent pas le projet dans le bon sens, en fait. Techniquement, tu dois reward ceux organiques qui utilisent ta techno. Non, tu rewards ceux qui spamment when whitelist et qui spéculent sur des NFT sur Base. Enfin bref, ça c'est autre chose. Mais du coup, à ma connaissance, il n'y a pas d'autre moyen de se rendre éligible, quoi. Est-ce que j'ai une estimation pour le token Eclipse? Ouais. Moi, je suis bearish sur le token Eclipse, hein. Moi, je vais vous parler français. Généralement, après, vous connaissez, sur le podcast, il y a Hunter qui est un peu plus optimiste que moi. Et moi, à chaque fois, les grilles de service qui. Mais après, ça va. En vrai de vrai, depuis que je suis devenu aigri sur les valorisations, j'ai toujours été dans les clous. J'ai toujours été dans les clous. Depuis que j'ai vu Layer 0 et Zcasing sortir bas, c'est là où j'ai switch. Mais tu vois, par exemple, Hyperlane, j'ai dit que ça sortirait à 300, 400 millions, quoi. Là, vous regardez le truc, il est à 100 millions, mais pour moi, jamais de la vie, Hyperlane, ça sortait à 1 milliard, par exemple. Et c'était une bonne prévision. Pour Eclipse, moi, je pense qu'on sortira vraiment, hein. Je pense Scroll, ça a combien? 400 millions? Voilà, Scroll. On sortira à 400, 500 millions. Mais allez, je dis 500 millions pour Eclipse, moi. 500 millions d'FDV, je pense. C'est vrai, on a une interaction de layer 0 hyper liquide via le USDT 0. C'est pas mal le USDT 0. Tu peux le bridge sur plusieurs blockchains, sur Berachain, sur Ton et tout. Donc ouais, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Attendez, je vérifie si on a fait tous les sujets, comme ça je réponds aux questions. Ah ouais, le dernier sujet, c'était Berachain est mort. Euh, C'était juste pour vous montrer le système. En fait, c'était dans la continuité de la méta des méga ETH et Monad. Je pense qu'ils feront pas comme les autres et ça va être différent, faudra voir. Parce que la Layer 1, comme Berachain ou comme Blast, on l'a vu au début, bridge la TVL, tu vas recevoir plein de liquidités. Là, c'est catastrophique. Tout qui part. Les stablecoins, chute libre. Les applications, il y a encore un peu, mais chute libre, pareil. Dolomite, moins 60%. Kojak, le DEX, moins 65%. Donc voilà. Après, ce qui est cool avec Bera, on va dire, c'est que vous pouvez choper l'inflation. C'est-à-dire, moyen de gens, plus. On va dire, il y a des pools avec moins de TVL et plus de rendement. Et là, vous pouvez faire des stratégies. Je suis sur Bera Chain, j'achète des Bera et je me hedge sur Vest ou sur Variational ou quoi. Donc c'est cool. Mais c'est juste pour montrer que le système d'incentive ici était complètement cassé, comme on l'a vu. Et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Mais voilà, va falloir mettre du temps. Parce que eux, comparé à Monad, et Monad l'a bien compris, c'est pour ça qu'ils font un peu les choses différemment, même Mega ETH, ils font pas comme Scroll, ils font pas comme Eclipse, ils développent un écosystème avant de lancer leur chain. Et donc, et ils les mettent en. Par exemple, s'ils ont levé des fonds auprès des VC, ils vont voir les projets de leur chain et leur dire, OK, bon, si vous avez un groupe sérieux de builders, voilà, nous, on a un contact chez HackVC, chez Dragonfly, chez A16Z, on vous envoie le truc, on vous finance, tu vois. Et il y a le projet Mega Mafia, mais même d'autres projets reçoivent des funding d'autres VC en plus de Mega Mafia, quoi. Donc voilà. Ce qui n'est pas le cas sur le Berachain. Quand tu regardes le Berachain, hein, qu'on parle français, quand tu regardes l'infrastructure, oh, sacrilège, sacrilège. Kojak, ça ressemble à rien. Infrared, c'est le seul truc qui est potable. Mais les autres, franchement, ils font flipper. On dirait de la DeFi de 2021. Et c'est pareil pour le cas de Story Protocol. Story Protocol, bon, je vais pas dire que c'est un scam, mais token à 5 milliards de FDV, 17 millions
17 millions de TVL, c'est proche du scam. Price action de fou furieux. La seule application qui est belle, c'est leur lending protocol, 9 millions de TVL à peine. Tu regardes Metapool, horrible pour l'eco-stacking. Leur Dex Piper X, horrible. Story Hunt, horrible. Tout est horrible. Rien qui ne justifie la valorisation, aucune utilisation. C'est affreux. Et tous ces trucs-là, voilà, ça manque. Donc j'espère que Monad et Mega ETH, voilà, apporteront des belles applis, des belles choses. Voilà. J'ai fini de râler. J'ai fini de râler. Euh, Asuki, bon, bah voilà, on a terminé du coup tous les sujets. Maintenant, on va répondre aux questions. On va faire du freestyle, du coup, on va parler de plein de sujets. Comme ça, parce que la dernière fois, je me suis fait gronder par quelqu'un dans les commentaires qui a dit oui, pendant vos lives, vous partez dans tous les sens. Je dis, mais attends, dans mes lives, même si on parle de plusieurs sujets, il y a quand même un fil conducteur et on fait des sections. Et même quand je m'éloigne, c'est genre une demi-seconde pour répondre à une question pour que ce soit interactif. Bref, en tout cas, s'il regarde cet épisode, au moins, il ne pourra pas se plaindre. Ben voilà. Mais du coup, Asuki nous demande le AI, du coup, l'interface de bits sur Eclipse, hormis le token qui pump, le stacking est fou, je crois, un 10% chaque jour. Oh, intéressant. En tout cas, j'ai vu lui, mais j'ai pas vu les rendements. J'ai pas du tout regardé. Donc, j'ai pas du tout regardé les rendements. Mais en tout cas, sympathique. J'aime bien l'expérience Bits. Honnêtement, j'aime bien. Euh, donc, on verra ce que ça va donner. Euh, Mais voilà, sympathique. En fait, sympathique. En fait, Eclipse, c'est sympathique ce qu'ils font. Malheureusement, bon, vu que je gère un projet sur Eclipse, pour ceux qui savent les mammouths, l'app que j'ai, là, d'ailleurs, on a sorti, pour ceux qui veulent, hein, la saison 2 du jeu. Dites-vous, un membre de l'équipe, il a retapé le jeu au complet, zéro bug. On a sorti la version mobile. Tu vois, on a continué, on continue l'aventure, hein, on s'est lancé, on a envie de finir le truc. On veut redistribuer les récompenses, la trésorerie, etc. Enfin bref. Mais du coup, j'ai un peu des échos en interne, on va dire. Je ne sais pas si j'ai le droit de trop parler, mais du coup, je vous dis le secret juste entre nous et pour la rediffusion. Mais voilà, sur Eclipse, par rapport à l'écosystème, c'est un peu dommage. Il y a très peu de mecs sérieux sur Eclipse. En fait, ils ont tous fait beaucoup ont fait des cash grabs. De toute façon, vous l'avez vu. Euh, Et tu as beaucoup de projets qui étaient là parce qu'il y avait la hype Eclipse, TGE, l'airdrop qui arrive et tout. Ils en ont profité et puis ils se sont barrés dès qu'ils ont lancé là. Franchement, vous regardez les collections NFT, il y a personne qui continue à build des trucs. Il y a quoi? Il y a les ASC, il y a les mecs de chez Validator. Euh, Après, je connais pas trop les autres collections, mais la plupart, ils sont tous partis. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais du coup, au niveau de l'écosystème, ça fait qu'il est maigre. Tu vois, les mecs de chez Invariant, ils bossent beaucoup. Moi, je vais dire les mecs de chez Celestial Mammoth, on va dire, on continue, donc on bosse aussi. Nous aussi, on n'est pas là pour le cash grab. Euh, Astrol aussi, solide et tout. Mais tu vois, il y a d'autres projets. J'ai pas envie de citer les noms, mais voilà, c'est dommage comparé aux autres. Et je pense que c'est ça qui fera des fois Eclipse, le fait qu'ils n'aient pas attiré assez de builders et assez de diversité, d'applications, etc. Malgré qu'ils aient une belle communauté, malheureusement, ça manque de cas d'usage. Mais je pense que, bon là, je suis rentré dans un monologue, hein, mais je pense que aussi le culte ASC, il est pas mal, mais peut-être l'ouvrir à plus de personnes. Ça fait très élitiste que les gens, tu vois, du culte Eclipse et avec une PPASC. Et ça exclut un peu les gens qui ne l'ont pas, etc. Donc c'est un peu dommage. Mais ouais, en fait, Eclipse, la techno est cool. La blockchain est cool, mais malheureusement, c'est le manque de choses à faire dessus. Et voilà, ils ont. J'espère que ça va changer. En tout cas, avec un token, je pense qu'ils peuvent faire des choses. Ils peuvent ramener des builders, ils peuvent ramener des choses. Et vu vers où ils veulent avancer, ça peut être pas mal. Et je sais pas pourquoi je disais ça. Ah, si tu parlais du Bits. Mais voilà, c'était pour te parler de un peu mon sentiment. Donc j'aime bien ce que Eclipse font. Même le Beats, leurs initiatives de scalabilité, à voir, à voir ce que ça va donner dans le futur. Il y a eu combien de participants sur Eclipse? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je vais essayer de regarder la TVL d'Eclipse. Ça peut être une métrique, c'est sympatoche. Le... Ouais, voilà. Bon, tu vois, Eclipse, euh, 36 millions de TVL. Donc, tu vois, il n'y a pas énormément de monde, je trouve. Alors, au pic, si on regarde, c'était quoi? C'était tu vois, il y avait à peine 50 millions engagés dans de la DeFi. Donc, il n'y avait pas énormément de concurrence, même s'il y avait beaucoup d'utilisateurs qui cliquaient. C'est pour ça que j'espère qu'ils ne vont pas surpondérer TurboTap.
Pour moi, c'est cool TurboTap. Ça redistribue les cartes pour ceux qui ont moins de capital. Parce qu'il y a des grosses communautés. Ah bah, franchement, ça m'a lancé dans un autre sujet. Mais sur Eclipse, il y a des grosses communautés. Je sais qu'il y a Nigeria, beaucoup de Nigérians, euh, beaucoup de Thaïlandais, Vietnamiens. Donc, ces régions émergentes du monde, on va dire. Euh, Hop, ces régions émergentes, du coup, voilà, du monde, qui utilisent. Et du coup, c'était sympathique que pour eux, ils puissent se taper pour, entre guillemets, se rendre éligibles à l'airdrop et tout. Mais voilà, j'espère qu'ils vont pas le surpondérer non plus. Donc, ouais, voilà. Mais il n'y a pas eu énormément. Si tu regardes au niveau des trucs, il n'y a pas énormément de concurrence à proprement dit sur Eclipse. Et d'ailleurs, il y avait un débat du coup en fait, il y avait certains projets qui flexaient, je crois, le voir d'avoir qui disaient bah regardez, nous, on a tant d'utilisateurs qui viennent du Nigeria, qui viennent de Thaïlande, je sais pas quoi. Et il y en a d'autres qui disaient, pour les projets qui ont été développés dans le monde oriental, non pas occidental, bon. Dans le monde occidental, du coup, le Ouest, donc l'Europe, les États-Unis, c'était pas positif pour eux d'avoir eu beaucoup d'utilisateurs, enfin, du coup, peu d'utilisateurs de ces régions-là et plus d'utilisateurs qui viennent du coup de ces régions émergentes du monde. Vu qu'ils ont moins de capital, euh, il y en a même qui sont allés jusqu'à dire, ouais, tous ceux qui sont sur la blockchain comme eux, ils sont juste là pour gratter le airdrop et se barrer. Moi, je trouve ça un peu réducteur quand même et un peu conclusion assez rapide. Mais ouais, du coup, en fait, pour lui, ces utilisateurs-là sont moins importants et moins. En gros, ils rapportent moins voilà, clairement. Ils rapportent moins un projet que d'autres utilisateurs. Pourquoi les métriques de DeFi Lama, c'est pas pareil que Flipside? Si tu as les mêmes, regarde. En gros, sur Flipside, il te montre la TVL bridge. Donc, c'est tout l'argent qu'il y a sur la blockchain qui a été bridgé. Par contre, l'argent qui est engagé dans de la DeFi, du coup, sur les protocoles, est de 36 millions. Et ouais, sur Flipside, il est à 170 millions, c'est bien écrit là. Et dites-vous, 66 millions qui viennent du bridge canonique depuis Ethereum, mais 113 millions qui viennent de Hyperlane, je crois. Je crois que c'est Hyperlane, donc c'est assez dingue. Euh, et pour le USDT 0, il y a aussi une campagne avec Optimism, Superstack et la Superchain où on doit déposer de l'USDT 0 dans des pools, par exemple. Ouais, il y a le. Purée, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais c'est vrai, il y a une campagne Optimism, Superstack. En fait, je me suis tellement pas penché dessus. Je sais pas combien de temps elle dure, si vous avez l'info. Mais du coup, s'il y a encore du temps, il y a moyen de rafler l'XP rapidement comme le Superchain Summer là, sur Jumper, pour ceux qui se rappellent. Pourquoi pas. Mais ouais, faudrait que je me penche dessus. Ton estimation pour Sofon. Ah, pour Sofon, franchement, c'est. J'en avais parlé en mal et c'est toujours un peu shady, j'ai pas envie de vous mentir, dans le sens où ils ont levé beaucoup auprès des VC, donc ils doivent beaucoup de tokens aux VC, mais ils ont quand même garanti 10% pour la communauté, donc j'ai l'impression que ça peut être un bon airdrop, mais le projet en l'état actuel, je ne sais pas du tout ce que ça peut valoir, parce que c'est très opaque. On voit pas grand-chose de ce qu'ils font, de l'utilité. Voilà. Après, on va dire pour l'empreinte Elastic Chain, c'est pas mal. Et bon, même encore là, je sais pas si Zcasing, au vu de la gueule du token, c'est intéressant, quoi. Je sais pas du tout. Donc ouais, j'aurais du mal à estimer ce fond. Je dirais. En fait, tu pourras l'estimer quand on aura la tokenomics officielle. Tu regardes combien ils ont levé et auprès des VC. Hein, je te parle pas de la levée de fonds pour leur node. En fait, c'est pour ça que j'ai pas aimé, parce qu'ils ont fait une levée de fonds node. Leur projet, il n'y avait rien du tout. Ils ont demandé aux gens à acheter des nodes. Ils ont payé des influx. Tout le monde a eu des nodes gratuits euh, pour chill le truc et les gens ont acheté. En fait, ils ont juste acheté une pre-sale avec du vesting, quoi, du token Sofon. Donc, ouais. Et en plus, c'est un projet gaming, ce qui est pas trop à la cote. Donc, careful, comme on dit, attention. Patate 12 qui nous dit que la campagne Optimism Superstack qui se termine le 30 juin et actuellement seulement 27 000 participants. Ça va, c'est très très peu. Je pense que, en fait, à chaque fois qu'ils font des trucs comme ça, Optimism, ils le comptent pour le prochain airdrop. On l'a vu avec Jumper et les bracelets, la Super Chain, pour ceux qui se rappellent. En tout cas,
C'était cool. C'était cool. Moi, j'ai fait les quêtes sur, je crois, en une soirée. Donc, si c'est pareil, franchement, voilà, quoi. Et a priori, on pourrait grind facilement dans le leaderboard de Optimism. Patate qui lui est top 2 2500 avec moins de 3000 $ de liquidité. Mais attends, le truc qui est dérangeant, c'est je crois que tu dois mettre dans des pools Uniswap, non? Du coup, tu es exposé à de l'impermanent loss. Il me semble, hein, mais je suis pas sûr. J'ai vu des screenshots, mais à moins que tu mettes dans des pools 100% stables, là c'est cool. Mais c'est sûr que si c'est stablecoin ETH ou stablecoin crypto, enfin d'autres cryptos quoi, tu es sujet à de l'impermanent loss, comme on dit. Bon, en tout cas, on va pas tarder à clôturer, les gars. J'ai traité tous les sujets. N'hésitez pas si vous avez des dernières questions. Et, euh, et après, on va pouvoir couper. Ok, non, pas d'impermanent loss parce qu'il y a des pools stables, 100% stables. Ah oui, oui, sujet de la. Ok. Donc ouais, il y a des risques d'impermanent loss, donc faut connaître les bases un peu de la DeFi, de comment ça fonctionne les pools. Euh, Mais il y a des pools 100% stablecoin pour les plus frileux. Donc ça, c'est sympathique. Je sais pas si j'ai beaucoup de liquidités à déployer, parce qu'en fait, là, je suis un peu full perpdex en ce moment. Mais je vais regarder ça, en vrai, ça peut valoir le coup. Ça peut valoir le coup, surtout s'il n'y a pas de concurrence. Bon, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Euh, on va s'arrêter sur ça. Merci du coup d'avoir écouté, les gars, ça m'a fait plaisir. On se retrouve pour de vrai cette fois la semaine prochaine. Pour de vrai, vous avez ma parole. Euh, J'essayerai du coup pour les prochains épisodes. Ah, vous m'avez pas dit les projets qui vous intéressaient. Moi, je vais essayer d'interviewer Extended. Je vais demander à Ibashi pourquoi pas de venir pour leur demander des précisions sur leur projet. Ça pourra confirmer notre test de farming ou non, du coup, en fonction de ce qu'ils vont nous raconter. Je vais voir avec d'autres si jamais vous avez des idées. En tous les cas, vous pouvez juste aller sur Twitter et me tag ou tag au coin du feu et nous donner des suggestions. Si vous êtes. Sinon, vous pouvez m'envoyer un DM ou même sur le Discord. Vous avez les liens dans la description. Donc, vous avez les liens d'Hunter. D'ailleurs, qui. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ce qu'il fait ce week-end. Euh, mais en tout cas, c'est des moments joyeux pour Hunter ce week-end. Donc voilà, s'il passe par là, j'ai oublié de dire, mais voilà, tout va bien pour Hunter. Je dirais même que du coup, c'est un événement joyeux pour lui ce week-end. Donc voilà, voilà. Et donc vous avez aussi du coup ses réseaux sociaux, le Discord de sa communauté dans la description. Ce qui peut valoir le coup si vous avez des questions et ce genre de choses. Encore une fois, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner. Il y aura une rediffusion demain, normalement. Vous savez quoi, je vais me déterre, je vais la faire là tout de suite. Là, je coupe le live, mode rediffusion directe. Ou ouais, vers 22h parce que j'ai faim. Mais voilà. En tout cas, très bonne soirée, les gars. Et je vous dis à très très vite, les amis. Et à dimanche prochain pour de vrai. Ciao, ciao.